Une disparition inattendue. Elle ouvrit les yeux ce matin-là avec une étrange sensation, au creux de l'estomac, comme si quelque chose, quelque part, venait de se briser. Inès Delcourt n'était pas du genre superstitieuse, elle avait grandi dans les chiffres, les contrats, les cartables en cuir et les discours d'actionnaires. À 23 ans, elle s'apprêtait à entrer officiellement au conseil d'administration du groupe hôtelier Delcourt, fondé par son grand-père, élevé au sommet par son père. Pourtant, ce matin-là, dans l'immense chambre de son appartement haussmannien, quelque chose clochait. Son père, Étienne Delcourt, n'avait pas répondu à ses 3 derniers messages. Pas de confirmation pour leur rendez-vous prévu le jour même. Et ce n'était pas son genre. Étienne était un homme de précision, d'habitude stricte, presque militaire. Il avait élevé sa fille à coups de défis et de principes. Tu n'auras rien si tu ne te bats pas. Il n'était ni démonstratif ni tendre, mais il n'avait jamais manqué un engagement. Mais avant de te dévoiler ce qui s'est réellement passé, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne maintenant, si tu veux plus d'histoires vraies, puissantes et troublantes. Like, partage à une personne curieuse, et surtout, dis-nous en commentaire, jusqu'où serais-tu allé pour connaître la vérité? Maintenant, écoute bien. Il était 8h52 quand Inès appela le secrétaire personnel de son père. Rien. Puis le directeur juridique. Rien non plus. Elle appela même la gouvernante de leur résidence secondaire près d'Aix-en-Provence. Toujours rien. À 11h14, le comité stratégique se réunissant, Étienne Delcourt. C'était du jamais vu. L'homme ne prenait pas de vacances, ne tombait jamais malade, et ne disparaissait jamais sans prévenir. Dans la salle de réunion vitrée du siège social, en plein cœur de Lyon, le silence était pesant. Certains murmuraient déjà des hypothèses folles, AVC, dépression, retraite soudaine. Un actionnaire minoritaire osa même évoquer la fuite en Suisse. Inès, elle, restait droite, le regard vide, mais les mâchoires serrées. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait, de tout son corps. Son père n'avait pas disparu. Il avait été effacé. Les jours suivants, la tension monta. Les services de sécurité interne fouillèrent ses comptes, ses déplacements, ses connexions. Officiellement, l'entreprise parlait de pause bien méritée. Officieusement, c'était l'état d'urgence. Et dans l'ombre, un nom commençait à revenir, doucement, presque en chuchotement, Vernet. Paul Vernet, consultant externe, était entré dans le groupe 6 mois plus tôt. Mandaté pour optimiser les performances des établissements, il avait carte blanche. Trop blanche, selon certains. Il ne rendait de compte à personne, se permettait d'écarter des directeurs régionaux, avait licencié en silence plusieurs employés anciens. Mais comme il avait le soutien direct d'Étienne Delcourt, ou du moins, c'est ce qu'on pensait, personne n'osait s'y opposer. Et c'est là que naquit dans l'esprit d'Inès une idée folle. Une intuition violente. Si son père avait été écarté, alors quelqu'un devait tirer les ficelles à sa place. Et ce quelqu'un ne serait jamais visible en pleine lumière. Pour le trouver, il fallait descendre. Très bas. Alors elle prit une décision radicale. Une nuit, sans prévenir personne, elle prit une valise, des vêtements sobres, et transforma son apparence. Exit les tailleurs sur mesure, les escarpins italiens, le sac Hermès. Elle devint Élodie Marais, une jeune femme de 26 ans, venue de Marseille, en recherche urgente d'emploi. Grâce à une fausse identité qu'un ami hacker lui prépara en quelques heures, elle fut embauchée comme femme de ménage dans l'un des établissements de la chaîne, l'Hôtel Majestic, 5 étoiles discret, situé dans l'ouest parisien. Dès son arrivée, elle comprit à quel point elle avait vécu dans une bulle. Les couloirs du personnel étaient étroits, les vestiaires dégradés, les horaires inhumains. Elle partageait un dortoir avec 2 autres femmes de ménage. Elles avaient les traits tirés, les mains sèches, le dos voûté. Elle les écoutait parler, parfois pleurer, souvent rire d'un rire fatigué. Elle nettoyait, elle frottait, elle découvrait. Et elle observait. Chaque recoin, chaque regard, chaque conversation. Rapidement, des choses étranges lui sautèrent aux yeux. D'abord, la peur. Les employés évitaient certaines zones, notamment les bureaux internes du 3e sous-sol, où personne n'allait sans y être convoqué. Ensuite, des silences. Personne ne parlait du directeur actuel, ni de Vernet. Pourtant, elle sentait leur présence partout, comme une ombre au-dessus des têtes. Un soir, en rangeant les produits d'entretien,
elle surprit une conversation entre deux agents de maintenance. Ils évoquaient un ancien réceptionniste, un certain Basile, parti du jour au lendemain après avoir posé trop de questions. Et puis ce mot, sécurité renforcée. Pourquoi renforcer la sécurité dans un hôtel vide à moitié de ses chambres? Pour protéger quoi? Ou qui? Inès poursuivit sa routine d'infiltration. Nettoyer, écouter, mémoriser. Au bout de 6 jours, un nom revint encore et encore. Le local technique numéro 7, un endroit interdit au personnel de ménage, sans raison apparente. Elle profita d'une rotation d'équipe pour s'y faufiler. La porte était verrouillée. Mais une des femmes de ménage, innocemment, lui confia que Malik, un jeune technicien souvent dans son coin, avait les doubles. Inès décida alors de gagner sa confiance. Chaque soir, elle resta un peu plus longtemps dans la salle de pause, partageant des cigarettes, posant des questions sans en avoir l'air. Elle se fit passer pour une ancienne employée d'un hôtel marseillais où la corruption régnait. Elle fit mine d'avoir tout vu, tout entendu. Malik, méfiant au début, commença à se détendre. Et puis, un soir, il lui glissa discrètement une boîte en métal cabossée, en murmurant. « Tu veux comprendre ce qui se passe ici? Tiens. Mais fais gaffe. Moi, je veux pas d'histoire. » Inès ouvrit la boîte plus tard, dans les toilettes du personnel. À l'intérieur, une clé USB, une note manuscrite disant simplement « Ne fais confiance à personne » et une photo floue, montrant son père, visiblement retenu dans une pièce sombre, assis, le regard droit, les poignets liés. Son cœur s'arrêta un instant. Elle n'avait plus le choix. Elle venait de plonger. Et ce qu'elle allait découvrir, au fond du couloir, derrière les murs épais de l'hôtel Majestic, allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur l'entreprise et sur le pouvoir lui-même. Le prix de la vérité. Le monde venait de s'effondrer sous ses pieds. Assise sur la cuvette des toilettes du personnel, dos collé au carrelage froid, le souffle court, Inès fixait l'écran tremblant de son vieux téléphone. Sur ce petit rectangle lumineux, un fichier vidéo venait de lui arracher la certitude d'être protégé par son nom. Son père, Étienne Delcourt, PDG d'un empire hôtelier, l'homme qui avait bâti un royaume de pierre, de cristal et de silence, était là, captif. Son visage, fatigué, amaigri, portait les stigmates de plusieurs jours sans sommeil. Mais ses yeux, eux, restaient vifs, dignes, indomptables. Dans cette pièce étroite, visiblement un sous-sol non référencé, peut-être même situé dans l'un de leurs propres établissements, il parlait face caméra. « Je ne céderai rien. Pas à ces vautours. S'ils veulent ma place, ils devront m'enterrer. » La vidéo s'interrompait net, après ces mots. Aucun bruit. Aucun indice. Juste l'image d'un homme debout, seul contre l'ombre. Inès ferma les yeux. Elle aurait pu hurler. Pleurer. Mais elle fit ce que son père lui avait appris dès l'enfance, respirer, observer, penser. Agir après. Elle savait maintenant que ce qu'elle pressentait depuis le début était bien réel. Son père avait été écarté. Enlevé. Et derrière tout cela, un nom s'imposait de plus en plus clairement, Paul Vernet. Dans les heures qui suivirent, elle décida de ne plus jouer. Il fallait frapper. Mais sans faire de bruit. Son visage ne devait pas encore être reconnu. Sa couverture tenait, mais de justesse. Elle copia l'intégralité des données de la clé USB sur 2 autres supports, un disque dur externe, qu'elle planqua dans une gaine d'aération du vestiaire, et une carte SD glissée dans la doublure de sa semelle intérieure. Elle retourna travailler comme si de rien n'était. Elle croisa Malik, ne dit rien, mais lui serra la main plus longtemps que d'habitude. Il comprit. Lui aussi avait pris un risque. Il ne fallait plus revenir en arrière. Mais elle ne savait pas que le piège s'était déjà refermé. À 17h33, alors qu'elle s'apprêtait à quitter son étage, 2 hommes en costume sombre l'attendaient dans le couloir. L'un d'eux tenait une tablette. L'autre, une oreillette à peine visible. Ils n'étaient pas du personnel, ni de la sécurité de l'hôtel. Ils étaient autre chose. « Mademoiselle Marais, venez avec nous, s'il vous plaît. » Elle les suivit sans résister. Trop de caméras. Trop de risques. Mais dans l'ascenseur, elle sentit une main la frôler discrètement, glisser dans sa poche. Ils fouillaient déjà. Elle leur laissa croire qu'ils avaient gagné. Mais la vraie preuve, elle l'avait sous ses pieds. Ils la firent asseoir dans un petit bureau sans fenêtre, au sous-sol.
Pendant 37 longues minutes, ils l'interrogèrent sur ses antécédents, ses diplômes, son passé. Inès resta droite, simple, presque naïve. Elle n'était que Élodie, une jeune femme au bout du rouleau, qui avait menti sur son CV pour avoir un travail et manger. Les agents hésitèrent. L'un d'eux sortit pour passer un appel. L'autre restait là, la regardant fixement. Mais elle tenait bon. Puis, sans prévenir, ils la laissèrent partir. Aucune explication. Aucune menace directe. Juste un regard. Un avertissement silencieux. Elle comprit immédiatement. Ils savaient qui elle était. Et ils avaient décidé de la laisser partir. Pour mieux la suivre. Inès courut, littéralement. Elle prit ses affaires, quitta l'hôtel par une sortie secondaire, et rejoignit une station de métro à 500 mètres. Le soir même, elle se réfugia dans l'appartement discret d'une amie de confiance, dans le 14e arrondissement. Elle coupa son téléphone. Retira la carte SIM. Changea de vêtements. Puis, elle contacta un journaliste d'investigation indépendant qu'elle connaissait depuis l'université, Julien Roussel, reporter pour un site d'information spécialisé dans les affaires économiques. Julien la rejoignit le lendemain matin. Elle lui montra tout. Les vidéos. Les emails interceptés. Les enregistrements. L'ampleur de ce qu'elle avait en main était immense. Un complot d'entreprise. Un détournement silencieux du pouvoir. Des manœuvres pour vendre discrètement plusieurs établissements à des fonds étrangers, en contournant les organes de décision du groupe. Et au cœur de tout cela, Vernet, entouré d'un petit cercle de cadres corrompus. Julien lança l'enquête, méthodique, implacable. En parallèle, Inès contacta discrètement un ancien bras droit de son père, désormais à la retraite, un certain Bertrand Lemoine. Fidèle à Étienne depuis 30 ans, il accepta de l'aider. Ensemble, ils montèrent un dossier juridique, un plan de reprise du pouvoir. Car Inès n'avait plus peur. Elle avait vu la vérité, senti la crasse sous les dorures, et elle était prête. Une semaine plus tard, grâce aux informations transmises par Julien à un juge d'instruction spécialisé dans les crimes financiers, un mandat fut lancé. La police perquisitionna les bureaux de Vernet, ainsi qu'une villa isolée, au nord de Marseille. C'est là qu'ils retrouvèrent Étienne Delcourt. Amaigri, blessé, mais vivant. Il fut hospitalisé sous haute protection. L'affaire fit grand bruit. Les chaînes d'information en continu en parlèrent pendant plusieurs jours. Scandale chez Delcourt Hôtel, le PDG retrouvé séquestré. Une fille infiltre l'entreprise de son père pour sauver sa vie. Mais la vraie révolution, elle, se passa dans les coulisses. Inès ne reprit pas simplement sa place d'héritière. Elle restructura entièrement la direction. Elle licencia, sans état d'âme, tous ceux impliqués. Elle fit signer une charte d'éthique à chaque cadre restant. Elle augmenta les salaires des employés invisibles, femmes de ménage, techniciens, cuisiniers de nuit. Elle mit en place des systèmes d'écoute anonymes pour les signalements internes. Et elle créa un comité indépendant composé d'anciens salariés, pour surveiller la direction. Elle avait compris que le vrai pouvoir, ce n'est pas ce qu'on montre. C'est ce qu'on cache. Et désormais, plus rien ne serait caché. Des mois plus tard, alors qu'elle visitait un nouvel établissement à Nice, un jeune réceptionniste vint timidement lui parler. « C'est vrai, ce qu'on dit ? Que vous avez porté une blouse de femme de ménage pour sauver votre père. » Elle sourit. « Ce n'est pas une rumeur. C'est ma plus grande fierté. » Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place ? Jusqu'où serais-tu allé pour sauver ce qui t'est cher ? Si cette histoire t'a touché, si elle t'a tenu en haleine jusqu'à la fin, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche, partage cette vidéo à une personne que tu respectes, et surtout, n'oublie jamais que parfois, il faut descendre très bas pour remonter très haut.